Bonjour à tous, je vous invite à écouter l'extrait de l'épisode que je vais publier dimanche. C'est un petit aperçu de la discussion que j'ai menée avec mon invité qui est, je ne vous le cache pas, absolument passionnante. Bonne écoute et à dimanche pour entendre l'intégralité de l'épisode. Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Sanctions en action, quand la tech défie le crime financier. Pascal Arens, CPO et cofondateur d'Ethereum. Je crois vraiment que c'est le fait d'être basé sur la technologie la plus récente et ça nous a permis d'offrir des possibilités en termes de scaling et en termes de performance qui sont absolument inégalées. Donc aujourd'hui, des systèmes qui réagissent en moins de 10 millisecondes, donc ça permet de gérer en parenthèse tout ce qui est paiement instantané, etc. Ou des systèmes qui peuvent traiter 150 000 requêtes par seconde. Ça n'existe simplement pas. Donc on s'est naturellement positionné sur plutôt les acteurs qui sont plus sophistiqués. Je ne veux pas dire nécessairement ceux qui ont les plus gros volumes, mais ceux qui sont plus sophistiqués, donc qui ont des besoins sophistiqués. Dans cet échange, Pascal nous plonge dans les méandres de la lutte contre le crime financier, détaillant les enjeux actuels pour les établissements financiers en matière de suivi des sanctions et de la mise en place de solutions de sanction screening. Il aborde la manière dont la technologie, et en particulier l'intelligence artificielle, peut révolutionner la prévention, tout en mettant en lumière les défis conformité que cela implique pour une multitude d'acteurs du secteur financier, mais pas uniquement. Pascal retrace aussi l'histoire de Ethereum depuis sa genèse, il y a 6 ans, en passant par les différentes étapes de développement et les collaborations clés. L'association avec Swift, qui est notamment détaillée, révélant les avantages majeurs pour les clients de Ethereum. Nous parlons aussi du partenariat stratégique avec Erste Group et plus particulièrement de l'apport concret au groupe autrichien. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Pascal. Bonjour. Très heureuse de te retrouver 5 ans après notre premier échange. C'est vrai. Oui, absolument, oui. C'est déjà dans le même domaine d'ailleurs. Exactement, dans le domaine du sanction screening. Alors je pense que tout le monde pense savoir de quoi il s'agit, mais on va découvrir avec toi que c'est pas forcément connu en détail de tout le monde. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à notre audience ? Oui, je m'appelle Pascal Arens. Je suis actif dans le domaine des sanctions depuis exactement 20 ans. Donc, ça fait depuis 2003. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans les sanctions depuis plus longtemps que ça parce que les sanctions, ça a quand même vraiment démarré en 2001. Donc 2003, c'était le tout début. Je suis au départ développeur software, mais j'avoue que ça fait bien 15 ans que j'ai plus écrit une seule ligne de code. Donc je suis essentiellement une personne produit maintenant. Et je suis responsable produit chez Ethereum et j'étais responsable produit dans le domaine des sanctions depuis une quinzaine d'années. Ouais. Tu as créé cette boîte avec d'autres fondateurs il y a quelques années, on va revenir dessus, mais avant qu'on revienne sur Ethereum, j'aimerais que tu reprécises certains concepts. C'est des concepts que je traite au fil de l'eau dans mes épisodes, parce qu'il y a quand même avec le secteur financier, c'est un sujet pour de nombreux acteurs. C'est les concepts donc de lutte contre le blanchiment, lutte contre la corruption et les sanctions. Oui, c'est quelque chose qui m'énerve profondément, c'est quand les gens confondent tous ces concepts. C'est tellement fréquent d'avoir des gens qui disent « Ah oui, voilà ». Il faut dire aussi que la littérature et les règlements, etc., sont vraiment intrinsèquement liés. Ouais. Et donc, par conséquent, les gens tendent à confondre anti-blanchiment, anti-corruption, surtout en France, avec Sapin 2, etc. Et puis, sanctions. En fait, je pense que ce qu'il faut revenir à la base, qui est, en fait, il y a des objectifs au départ. Ils sont souvent, dans le cas des sanctions, des objectifs de politique étrangère. Tel pays ne se comporte pas bien. Donc les personnes qui appartiennent à ce pays ou qui en soutiennent l'action, d'une manière ou d'une autre, doivent être encouragées à changer de comportement. Mm-hmm. Donc ça, c'est les objectifs. Puis alors, il y a les moyens. Et les moyens, ce sont les règlements. Alors, il y a des règlements qui viennent de différentes entités, que ce soit les Nations Unies, idéalement les Nations Unies, que ce soit la Commission européenne, que ce soit les instances américaines. Et puis, donc, eux émettent des règlements. Et puis, il y a des outils. Et dans les outils, là, il y a des outils qui sont focalisés sur chacun des différents domaines. Donc, il y a des outils pour lutter contre la corruption, il y a des outils pour lutter contre le blanchiment, ce qu'on appelle le transaction monitoring, donc regarder les transactions et regarder s'il y a des comportements qu'on retrouve. Puis, il y a la partie sanctions. Et nous sommes
exclusivement focalisé sur cette partie-là. Et donc ça, c'est en général la première partie de ma discussion avec n'importe quelle personne dans une foire ou dans un call, c'est commencer par expliquer, voilà, dans ce grand ensemble, nous faisons ça. Alors les sanctions, c'est certes une toute petite partie, ça a l'air d'être une toute petite partie comme ça de tous les règlements, ça a etc. l'air. Mais c'est de loin la plus risquée. Ouais. Je pense pas que les gens peuvent citer des très gros problèmes que des sociétés ont eu dans des domaines anticorruption, anti-blanchiment, même s'il y a eu des amendes, bien sûr. Par contre, tout le monde se rappelle que BNP Paribas, paf, 9 milliards, ça, tout le monde s'en rappelle. Et ça, c'était lié à des sanctions. Donc les sanctions, c'est de loin le domaine le plus risqué pour les institutions financières. Alors quand tu parles des sanctions, c'est les pays qui sont sanctionnés, c'est les acteurs qui vont être sanctionnés parce qu'ils se mettent en relation avec des pays sanctionnés. Est-ce que tu pourrais rentrer encore un cran plus loin? Alors, dans les sanctions elles-mêmes, il y a les sanctions type embargo, pas de business avec la Corée du Nord. Ouais. Et alors, il y a des sanctions qui sont beaucoup plus spécialisées. Donc, il y a des sanctions qui sont liées à une personne, une entité. Ça, c'est le plus fréquent. Et alors, il y a des sanctions il y a des types de sanctions qui sont de plus en plus étendues maintenant, de plus en plus variées, de plus en plus imaginatives. Parce qu'aujourd'hui, on peut avoir des sanctions sur des instruments financiers, par exemple. Sinon, on ne peut pas investir dans tel instrument financier de tel type. Donc, c'est bien compliqué. Et il y a des sanctions, les sanctions style indirect ou les sanctions 50%, où ce qu'on sanctionne, c'est le fait d'avoir une participation directe ou indirecte dans des entités qui sont sanctionnées. Et ça veut dire que les sanctions, souvent, sont exprimées en liste de sanctions, mais pas toujours. Vous venez d'entendre un extrait de l'épisode que je vais publier dans quelques jours. Alors ne restez pas trop loin de votre plateforme de podcast pour pouvoir profiter de tout l'enregistrement.